C'est bon. Donc, bienvenue à tous. Société Extrémité, hein, je suis Christophe Perru, je suis le directeur technique. Je suis accompagné aujourd'hui de Chourouk. Chourouk Lagiani, tu me diras si j'accroche pas ton nom, qui remplace au Pied qui a un petit problème, qui n'a pas pu animer ce webinaire. Donc, Chourouk fait partie de Vim. Et il y a un ingénieur avant-vente, je le laisse se représenter après la présentation d'Extrémité, que je vais vous présenter très très rapidement. Extrémité, en quelques mots, nous sommes une société de services informatiques, une ESN. Hein. On a été créé il y a 17 ans sur France. On a 650 clients aujourd'hui, 35 collaborateurs, pour un chiffre d'affaires annuel de 3 millions d'euros. Voilà. Plusieurs métiers, on en reparlera après, mais notre savoir-faire, effectivement, c'est l'expertise. On est proche de nos clients, hein, puisqu'on a 3 implantations dans le nord dans les Hauts-de-France, on va dire. Villeneuve d'Ascq qui est le siège, près de Lille, Amiens et Arras, ce qui nous donne une proximité vis de nos clients et le sens du tissu économique, bien évidemment. La belle extrémité, en fait, vous simplifiez l'informatique et on a une vocation, c'est de répondre à l'ensemble des besoins informatiques de nos clients. C'est-à-dire, on a plusieurs métiers qu'on va voir juste après, et effectivement, on peut répondre pratiquement à l'ensemble des besoins, mis à part quelques applications métiers, bien évidemment, où il y a du domaine du spécifique, mais sinon, toute entreprise ont besoin d'informatique, de sécurité, de sauvegarde, pour rendre plus d'activités, ça va être le sujet d'aujourd'hui, hein, mais aussi effectivement de logiciels de gestion, etc. Notre savoir-être, effectivement, Extrémité, on fait très très attention à notre politique, c'est-à-dire que si vous êtes client Extrémité, vous recevez normalement très très régulièrement des enquêtes. Si vous avez ouvert des chez nous, si vous avez demandé des interventions, eh bien, on se challenge et on demande que vous nous notiez, ce qui fait que, effectivement, l'année dernière, en 2016, parce qu'on est bientôt en année, mais en 2016, on a envoyé 824 questionnaires, on a envoyé beaucoup de questionnaires. 824 nous sont revenus complétés, c'est par mail, bien évidemment. Donc, les de satisfaction, on est très très friands et on a une note en 2016, on était à peu près une note de moyenne. Voilà. Extrémité, on a plusieurs métiers. Le premier métier, le métier historique, on va dire, ce sont les solutions applicatives. Effectivement, on intègre et on intègre autour des logiciels de gestion Sedge et Cegid, des deux éditeurs Sedge et Cegid, autour du monde de la finance, de la comptabilité, de la trésorerie. Enfin voilà, tout ce qui est Oui. J'ai essayé de lancer de mon côté. Oui, c'est bon, c'est oui. Voilà. Sur web et digital, effectivement, on intègre des sites web, que ce soit en front office ou en back office, des sites web institutionnels ou des sites web liés à des gestions commerciales, par exemple. Effectivement, on met très fortement en avant ce savoir-faire. Extrémité digitale, on a quelques belles réalisations. Je vous invite à aller sur notre site web extrémité.fr. On a mis lien vers nos réalisations. Il y a un site web extrémité-dial.fr. Voilà ce qui nous concerne directement aujourd'hui. Solutions réseau et sécurité informatique. On va proposer des solutions autour des réseaux informatiques, de la sécurité, de l'Internet, des audits, des déploiements, la téléphonie sur IP. Et effectivement, je n'ai pas mis la liste de nos partenaires, mais Vim est un grand partenaire pour Extrémité, puisque on parle aujourd'hui beaucoup de virtualisation. Et Vim Backup est un outil idéal pour la sauvegarde en environnement virtuel. Mais seulement, là, je vais laisser la parole à Chourouk pour qu'il nous parle un peu plus de cette solution qu'on intègre très régulièrement. Voilà. Super. Donc les doigts
d'administrateur et d'animateur. C'est parfait. Bon, j'ai les droits. Oui. Alors, je vais partager du coup ma présentation. Juste un petit instant. Voilà. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Super. Après, de mettre juste en présentation. Voilà, parfait. Et c'est fait. Donc, je vous rappelle que cette présentation est enregistrée aujourd'hui. Donc, c'est possible de le revoir par la suite sur la page, donc tous les médias de participation d'Extreme IT. Donc, je m'appelle Chourou Kleani, je suis en vente technique chez Vim, sur les solutions de disponibilité de la donnée, tout ce qui est management aussi, des outils de gestion et d'orchestration. J'opère avec des équipes commerciales sur toute la région de Paris et aussi les Hauts-de-France et Seine-Maritime. Donc, potentiellement, on peut se croiser et se rencontrer avec plaisir. C'est une présentation technique qu'on va dérouler des slides. Je vais garder un œil sur le panel chat. Donc si vous avez des questions, écrivez. N'hésitez pas à démuter, on est en comité restreinte. Démutez votre micro, posez la question à vive voix. J'aurai le plaisir de répondre sans aucun problème. Et je vais commencer donc, avec le message de Vim. Donc pour les personnes d'entre vous qui ne connaissent pas Vim, Vim c'est un acteur leader aujourd'hui du marché sur les solutions de disponibilité de la donnée. On opère sur plein de data centers de tout type d'entreprises, du milieu, on va dire, des SMB jusqu'à mid-market et aussi entreprise. Donc on n'a pas de bruit de clients, vu notre architecture de voir ensemble qui est scalable et aussi très très modulable. Voilà, donc Léonis aujourd'hui, donc je vire, c'est pas elle, peut-être il est grisé. Donc là, comme ça, vous avez tout l'écran. Donc aujourd'hui, la plateforme de disponibilité de la donnée chez Vim, elle opère sur toutes les parties du data center, donc, et quel que soit l'emplacement de la donnée. C'est l'idée de donner un peu partout. L'idée, c'est de sauvegarder, avoir un jeu de données en local ou bien dans un endroit où vous maîtrisez, et aussi d'avoir la possibilité de restaurer, récupérer et rejouer vos données à quelque chose de source ou bien de destination. Donc je vais récupérer un pointeur laser. Comme ça. Donc c'est autour de la sauvegarde, donc tout ce qui est backup et restauration, et aussi de la réplication et de failover. Donc c'est les métiers de Vim, c'est de pouvoir sauvegarder votre donnée et aussi le répliquer sur un autre. Ça permet d'avoir un plan de reprise d'activité très facile et très simple à implémenter et à utiliser aussi. Aussi un des savoir-faire, c'était toujours, et c'est encore le cas, de tester et valider la restaurabilité de la donnée et la possibilité d'utiliser cette donnée. Du coup, on propose via la technologie de Data Lab la possibilité de restaurer dans un environnement temporaire et tester est-ce que cette donnée elle est réutilisable, viable, ou bien même pour faire des tests sur cette même donnée qui est issue des données de sauvegarde et garantion de son côté fonctionner avec toute sa performance. Les emplacements là où on traite la donnée, c'est aussi le data center principalement, mais nous avons aussi les data centers qui sont implémentés dans le cloud géré ou bien non géré au public. Tout ce qui est application SaaS, donc application que vous allez voir, on voit bien dans la bulle à côté, aujourd'hui l'application SaaS, la première qui a intégré le portfolio SaaS de Vim, c'est Office 365, donc on a une protection pour Office 365 qu'on va développer par la suite, et aussi le monde des physiques qu'on couvre maintenant, avec des pour Windows, pour Linux, pour Oracle Solaris et pour AX. Ça, c'est notre savoir-faire en tout cas. Et j'ai parlé pendant l'introduction que nous avons des solutions de visibilité et de monitoring. Donc, ça s'agit de Vim1 qu'on va regarder rapidement par la suite. Vim1 de monitoring qui nous permet d'avoir aussi de la visibilité, éditer des rapports et aussi avoir des de capacity planning et de reporting sur toute l'infra. L'idée est d'avoir des connexions vers nos partenaires technologiques, vers les éditeurs, vous les clients, pour développer vos propres outils. Nous avons édité et mis à disposition nos API depuis la version 9.3, 9.5
update 3 de Vim. Donc vous avez la possibilité d'implémenter avec des outils disponibles ou bien d'interfaces supplémentaires pour de l'automatisation, de l'orchestration complémentaire via les API de Vim. Donc ça, c'est la plateforme de disponibilité. Il s'agit, comme j'ai dit, que ce soit du data center en lui-même, du cloud privé, cloud managé ou bien cloud public, et aussi un des éléments autour de toute cette plateforme, c'est la possibilité maintenant d'orchestrer ces plans de reprise d'activité et de réutilisation de la donnée avec un outil qui s'appelle l'orchestrateur chez nous, qui permet d'avoir des plans de reprise d'activité bien documentés, parce que le génère de la documentation et aussi sans interne pour la plante de reprise d'activité. Voilà la vue globale des outils Vim. Elle peut être aussi développée de cette manière-là, comme ça on pourra parler des nouveautés qui vont arriver aussi. Donc l'intégration aujourd'hui est prête avec tout l'aspect cloud. Donc les clouds, comme on connaît les clouds publics, mais aussi les clouds managés via des partenaires technologiques et aussi les clouds publics, parler des parties SaaS qu'on va développer en profondeur et le monde des physiques. Il a une architecture très simple aujourd'hui. On va voir la console tout de suite, que c'est le point central de la gestion. Après, on a la notion d'entrepôt de données qui est la historie de Vim, qui va nous permettre d'avoir la capacité de sauvegarder nos données, porter ces fichiers de sauvegarde vers un autre site. Comme ça, vous avez un jeu de données hors site, par exemple, plan de reprise d'activité, et protéger vos données qui sont sur le même site de production. Et en même temps, on a aussi la capacité d'utiliser le stockage objet proposé par les services tiers, donc, que ce soit les publics ou bien des clouds, des opérateurs, des services providers. Et de cette manière-là, vous avez cette capacité d'utiliser ces stockages à faible coût. Voilà. Du coup, on va voir sur les fondamentaux. Ça, c'est la vue, on va dire, sur la plateforme de disponibilité de Vim. Maintenant, on va rentrer en détail sur quelques fondamentaux. Déjà, qu'est-ce qui différencie Vim du reste du marché? Je suis désolé, aujourd'hui, on est en présentation technique, donc pour les gens qui sont moins techniques, je vais avoir des messages. Donc pour vous, pour les gens les plus techniques, il aura des armes et aussi des arguments pour bien comprendre comment ça se différencie Vim, côté application. Donc aujourd'hui, on a la possibilité à travers ces fichiers de sauvegarde, de restaurer instantanément. Donc à partir du stockage secondaire qui est celui des backups, démarrer des VM en cas de sinistre. Ne pas la phase de restauration, ramener la VM dans la production. C'est un différenciateur majeur qu'on a et on démarre tout de suite la VM à partir des fichiers de sauvegarde. Bien sûr, ça nécessite un minimum d'IO pour que la VM fonctionne correctement. Donc, et par ça, si le repository est bien dimensionné et délivre assez de performance, donc suffisamment de performance, on pourra utiliser cette fonctionnalité. Et après, dès que la VM est délivrée, on délivre le service, on pourra revenir et déplacer cette donnée LM en production. Je parlais tout à l'heure de la fonctionnalité et la capacité de tester les fichiers de sauvegarde. Donc, sur Backup, c'est un différenciateur que nous avons. Vous avez un rapport qui vous dit, voilà, votre liste de VM qui est définie, on l'a bien testée et on certifie bien que cette donnée, elle est restaurable, utilisable en cas de besoin. UR et On-Demand Sandbox, c'est une capacité aussi de démarrer vos environnements dans des sandbox, dans des réseaux isolés, et comme ça, vous pouvez effectuer vos propres restaurations, quel que soit le type de données que vous voulez récupérer, ou aussi pour faire des tests et des labs. Ça c'est sûr qu'il y a une fonctionnalité qu'on a conférenciée avec. Nous avons aussi de la conscience applicative. Du coup, on connaît dans des VM, malgré qu'on sauvegarde que des VM, mais on connaît ce qu'il y a dans les VM. Donc, si c'est un AD, on sait bien que c'est un AD. Et nous avons développé pour tout type d'application un Explorer qui permet, c'est une interface. Là, on peut parcourir sans avoir à restaurer toute la VM, mais restaurer juste un élément applicatif d'un AD, d'un Exchange, SQL, SharePoint, Oracle. Ça, c'est en plus maintenant, ça, pour la partie OneDrive aussi, nous avons un explorateur. Donc, la gamme, elle s'élargit en termes d'explorateur. Et bien sûr, notre écosystème a profité de la présence de nos API. Donc, nous avons plus d'intégration avec des acteurs de stockage primaire, de stockage secondaire, et ça avance plutôt bien grâce à cette intégration en exploitant nos API. Donc l'écosystème était vraiment bien actif et nous avons eu une richesse maintenant
en termes d'intégration matérielle avec tout notre écosystème qui nous fait confiance. Intégration pour les sites distants, pour les liens réseau les plus faibles, nous avons aussi des solutions pour accélérer ces réseaux. Et bien sûr, nous on est en mode cross-cloud. Donc, tout à l'heure, j'ai montré plusieurs types de cloud dans la même plateforme. Donc oui, aujourd'hui, on a la possibilité de sauvegarder d'un cloud et restaurer dans un autre, et aussi du local au cloud ou bien du cloud vers le local. Donc tous ces flèches qu'on a vues tout à l'heure restent applicables. Et c'est une richesse pour nous concernant le type de sauvegarde qu'on propose avec Vim. Et des fonctionnalités de type Scale Backup Repository, on verra c'est quoi l'intérêt en 2 mots tout de suite. Donc après, pour avancer plus rapidement et connaître quel est aujourd'hui concrètement. Donc concrètement, Vim, on va installer ce qu'on appelle une console de gestion. C'est vraiment là où on va avoir notre lanceur, notre configuration de job de sauvegarde. Est-ce qu'on va sauvegarder? C'est quoi la source? Donc typiquement, aujourd'hui, on couvre tout type de sources, comme vous avez vu. Typiquement, VMware, Hyper-V, Nutanix avec AHV, les serveurs physiques, tout ce qui est Office 365, tout ce qui est AX aussi. Donc l'idée, c'est de sauvegarder toutes ces sources-là, en utilisant, si on a l'intégration suffisante avec le stockage primaire, et ces éléments-là, avec un backup, avec un flux de backup, à travers un composant de Vim qui s'appelle le proxy. C'est l'unité qui va collecter les données et l'envoyer vers ce qu'on appelle un repository. Et le repository, on peut avoir un ou plusieurs, et pareil pour le proxy, on va avoir un ou plusieurs. Mais pour une implémentation la plus basique Vim, c'est une console, un proxy, un repository, et aussi, bien sûr, votre production, quelle que soit physique ou virtuelle. Ça, c'est l'architecture la plus basique. C'est à partir de là qu'on voit bien que c'est une infrastructure modulaire. Du coup, si on peut multiplier les composantes, ça devient une architecture très scalable et très flexible. Donc, on va avoir un ou plusieurs clusters de production, les peuvent être multiples, et après, on peut avoir un ou plusieurs proxys pour pas avoir des flux parallèles. Et pareil pour le repository, j'ai schématisé qu'un seul, mais on peut en avoir plusieurs. Il y a des technologies aussi très fiables contre tout ce qui est attaque online, mais du coup, il y a tout ce qui est technologie déconnectée comme le tape server. C'est une technologie qu'on peut utiliser avec Vim et sera intégrée aussi dans la même console, gérée à partir de la même console et gérer tout votre bandothèque traditionnelle. La bandothèque peut être une bandothèque virtuelle ou physique, donc c'est vraiment la flexibilité, c'est toujours un argument chez Vim. Et bien sûr, l'idée c'est d'avoir, si dans une architecture, je le rencontre de la région nord en tout cas, des entreprises, ils ont toujours des filiales, des entrepôts, des petits bureaux à distance. Et l'idée c'est toujours voir comment on peut sauvegarder et protéger la donnée qu'on a sur nos sites distants. Et l'idée, donc toujours d'avoir soit l'objectif c'est juste externaliser une copie de sauvegarde. Donc on utilisera un accélérateur qui est un élément optionnel qu'on peut utiliser pour envoyer une copie de notre repository, bien sûr sans solliciter la production, envoyer une copie des données de sauvegarde vers un site distant avec un mécanisme toujours orchestré et géré par la console de Vim qui est le backup copy. Par la suite, on opère vers une manière, un temps de reprise d'activité plus rapide qu'une simple restauration sur notre production, c'est la possibilité de répliquer des machines virtuelles. Donc on répliquera les machines virtuelles de la production vers la deuxième production, toujours en utilisant les mêmes composants qui sont soit le One Accelerator ou bien ce qui sont optionnels, mais les proxys qui sont maintenant un composant nécessaire pour la réplication. Donc ce sera une communication proxy à proxy, c'est local avec un proxy distant, pour envoyer les VM qui seront éteints sur le site de DR et allumés. Et ça fera une restauration très rapide, donc une récupération sur le site de repli assez rapide. Maintenant, ça aussi, on l'enrichit avec pour ces deux sites, si on veut avoir une vue globale pour simplifier la vision avec les consoles de Vim et donner plus de privilèges pour les opérateurs, pour le site distant de restaurer ses propres fichiers, ses propres VM, il aura la possibilité d'avoir, nous avons un Enterprise Manager, donc c'est un portail web de self-service, si on veut aussi, l'utilisateur peut se connecter lui-même à récupérer ses fichiers si on autorise ce type d'action.
Donc la notion de délégation de droits et de restreindre des périmètres et les prises en compte. Donc sur l'entreprise majeure, vous avez la possibilité de définir les droits de chaque personne, comme ça on pourra restaurer, opérer ses propres données selon le périmètre qui est accordé. Voilà, on voit bien plusieurs personnes peuvent opérer ces systèmes-là. Et ensuite, l'idée aussi, c'est nous avons plusieurs consoles de Vim. C'est aussi une architecture qui est envisageable d'avoir plusieurs clusters. Et chaque cluster, il a sa propre console parce que c'est un site autonome. C'est d'avoir une console pour agréger toute cette vue. Donc, ça s'appelle vraiment le composant, ça s'appelle Enterprise Manager. C'est une vue de toute l'entreprise et agrège toutes les entités. Ça peut générer des rapports au niveau entité. Comme ça, nous avons une vue globale dans la console elle-même et des rapports consolidés. Donc voilà, vous voyez à quel point la console, l'architecture, elle est scalable, modulable et peut être enrichie au-delà de ces. Là, on n'a renseigné qu'un site distant, un site de repli et une production, mais vous pouvez multiplier ces éléments autant que vous voulez. Aujourd'hui, il n'y a pas de limite concrète de VM ou bien de repository ou bien de proxy qu'on peut atteindre. Et ensuite, donc, on va creuser donc quelques on va dire fonctionnalités qu'on a déjà indiquées et qu'est-ce qu'on va voir par exemple pour la version standard. On a parlé en 2 minutes il y a 2 minutes de la fonctionnalité de restauration installée de VM à partir de fichiers de sauvegarde. Donc la VM était on va dire subie un dégât et n'est plus opérationnelle. L'idée c'est si on a des mécanismes pour restaurer rapidement et pallier à cette panne. Mais sinon, si on engage une restauration, l'idée c'est de démarrer tout de suite la VM. Démarrer tout de suite la VM à partir, donc le disque va être rattaché à partir du stockage de backup. Et entre-temps, vu que le service est rendu, on va démarrer une migration en ligne du stockage de backup vers le stockage primaire. De cette manière-là, on ne va pas attendre le temps de restauration et de copie de données avant de rendre le service. Laisser rendre le service tout de suite. C'est pour cela que ça s'appelle Instant VM Recovery. C'est tout de suite le service est rendu avant que ce soit vraiment la restauration soit complètement faite. Ça c'est on va dire la fonctionnalité phare de l'édition standard. Du côté enterprise, donc on commence à parler de fonctionnalités qu'on a parlé tout à l'heure des jobs de vérification des VM. Là, on voit bien un exemple de créer un virtual lab, un réseau isolé, et là, on liste le groupe d'applications. On a cette notion aussi de groupement d'applications, ou bien de juste VM, une liste de VM à tester. Et maintenant, d'une manière séquentielle, on va tester VM par VM, ou bien un groupe de VM, il faut démarrer ensemble, on démarre ensemble, etc. C'est les composants de l'application. Est-ce que la VM est vivante? L'OS, est-ce qu'il est vivant? Il répond. Aussi la partie application, la VMware Tools. Et si c'est un groupe d'applications, il faut tester un script, on pourra injecter un script. Et après, on a un rapport d'exécution qui nous permet qu'est-ce qui s'est passé pendant cette phase de test. Voilà. Donc, aussi, c'est la même technologie qu'on peut ramener sur un environnement vraiment de test. J'ai pas mal de clients qui utilisent pour on va tester les patchs, même les mises à jour, patchs sur des applications qu'ils développent eux-mêmes côté maison. Donc, ils testent rapidement créer une sandbox, qu'ils testent là-dedans. Et une fois c'est validé, ils lancent le rapport qui, voilà, on va dire, qui finit que l'opération a été une réussite et après, il passe à la production. Voilà, donc UR, quel que soit le type quelle que soit la technologie gérée par Vim ou pas, qu'on veut restaurer un élément applicatif, même s'il n'est pas connu par Vim en tant qu'entité applicative, l'idée c'est d'avoir restaurer tout ce que vous voulez, donc en tant que composante, mais toujours dans un virtual lab. Donc vous avez votre environnement qui est complètement démarré à partir des fichiers de sauvegarde, et ensuite restaurer les composantes qu'on a vu maintenant transiter par exemple dans la nation. Un disque, un fichier, un élément applicatif ou même une application développée que vous ne pouvez restaurer qu'avec UR. Les explorers, ça fait aussi un argument de vente, et pour nous en tout cas, en tant que côté commercial, et aussi un des éléments qui simplifie la vie de restauration chez nos clients. L'idée, c'est d'avoir un graphique
qui va vous montrer concrètement la donnée qui est sauvegardée, mais sans forcément démarrer la VM. Du coup, il parcourt le fichier de la sauvegarde, il analyse les fichiers applicatifs et il vous donne l'affichage correspondant pour vous faire une restauration. Dans l'exemple ici, je vois Vim Explorer pour Microsoft Exchange. Ça veut dire qu'on va parcourir la base d'Exchange dans la même justement, et avoir une arborescence donc, de toute la mailbox avec tous les utilisateurs, et on pourra aller dans la mailbox, donc vraiment toutes les composantes, comme si on était devant un Outlook dans ce cas-là, et restaurer un élément calendrier, un contact, ou bien juste dans la inbox, juste un mail bien particulier. Donc ça, c'est historique, c'est un Explorer que nous avons, et c'est une technologie qui est approuvée et validée par tous nos clients. Donc, ensuite, pour SharePoint, c'est la même chose. Et ces deux Explorers pour Exchange et pour SharePoint sont les mêmes qu'on va discuter juste après pour la partie restauration quand on va sauvegarder Office 365. Donc, on va constituer de la sorte les mêmes données, qui sont là sur la condition locale, mais pour Office 365, c'est de la donnée qui est chez Microsoft, mais ça reste le même jeu de données et l'affichage est identique. Pareil pour l'Active Directory, donc on pourra parcourir tous les éléments de la et ensuite, pour SQL Server, pareil, on peut restaurer les bases, les schémas, on voit bien les boutons ici, restaurer toutes les bases d'un schéma, les exporter, et en même temps, il y a aussi la notion de restaurer un instant bien défini. Pour Oracle, c'est la même chose, donc on pourra restaurer toute la base ou bien une table, comme on voit ici. Donc pour une entreprise qui n'a pas d'administrateur dédié pour Oracle, nous avons eu vraiment beaucoup d'échanges positifs concernant la restauration avec cet outil qui facilite vraiment la vie et l'administration. Voilà, donc la partie tape, c'est aussi une fonctionnalité qui existe dans toute version de Vim. Après, nous avons des niveaux de gestion plus avancés dans des copies Enterprise, dans la version Enterprise, et aussi une gestion plus complète de la librairie, l'archivage, la restauration et tout ce qui est, on va dire, plus complète, la gestion plus complète de la librairie. Maintenant, les appliances de dedupe, c'est aussi quelque chose qu'on voit de plus en plus. Donc, une architecture Vim à partir d'une sauvegarde d'une production en VM, en agent, et aussi des snapshots de baies de stockage qui sont gérés, on commence à avoir toujours une volonté des clients à avoir une copie de l'archivé et sauvegardée localement, qui soit accessible tout de suite pour une rétention très courte. Là, on fait une copie pour archivage et une rétention plus longue sur des appliances de dedupe. L'appliance de déduplication qu'on connaît aujourd'hui, et vraiment on voit tout ce qui est sur le marché, et nous avons avec de l'EMC, en plus il y a une intégration avec avec le protocole de deboost propriétaire. Pour HP, pareil avec Catalyst. Après, avec une intégration plus transparente avec le protocole de Data Mover de Vim, avec Exagrid, Quantum, Fujitsu et aussi Infinidate. Donc on voit vraiment presque acteurs du marché qui proposent des appliances de duplication pour garder des copies plus longues avec on va dire, empreinte physique bien réduite. Donc ça, c'est vraiment l'intégration et on va dire, le scénario le plus qui relie le meilleur des deux mondes. On a une restauration très rapide locale, mais avec une rétention très courte. Si vous cherchez de la donnée qui est encore plus ancienne, on peut les chercher sur des appliances de duplication qui ont de la donnée, j'imagine, qui est très longtemps. Le One Accélérateur, c'est un élément, on va dire, software, c'est logiciel dans la console de Vim Backup et Réplication, qui permet l'optimisation des liens entre les sites et ça facilite l'implémentation déjà d'un One Accélérateur. Donc, et sachant que ce One Accélérateur, il opère que sur les données de Vim pour le backup et la réplication. Donc la donnée qu'on sauvegarde, on connaît la nature, du coup on arrive à optimiser efficacement sur des liens de distance pour optimiser ce type de transit de données. Donc les failover plans, c'est faut que souhaitez aussi voir une solution de DR très basique. Donc aujourd'hui, vous avez un site de repli. Vous définissez une liste de VM à répliquer. D'ailleurs, ça nécessite une réplication. Elles seront éteintes
là on voit bien qu'ils sont actifs sur le site primaire avec la petite flèche, ils sont éteints sur le site distant. Nous avons cette liste de VM. En cas de besoin, on va actionner l'onde de failover qui va démarrer ces VM avec un certain décalage entre chacune, un ordre bien défini dans cette liste de VM, et en plus avec une notion, le réseau étendu, tant mieux, c'est beaucoup plus facile. Sinon, on a des solutions aussi pour prendre en compte des sites de réseau complètement différents du site de production et permettre les VM de se retrouver dans ce nouveau réseau. Ça, c'est que l'entreprise, donc une édition enterprise, celle du milieu, donc l'intermédiaire. Maintenant, l'entreprise plus l'édition la plus de haut niveau. Maintenant, elle ramène toute intégration avec le stockage primaire. Ça, c'est le premier argument. C'est que aujourd'hui, quand on fait une phase de sauvegarde, toujours techniquement, on est obligé de solliciter le mécanisme de snapshot. Donc, on crée un snapshot sur la machine virtuelle au niveau hyperviseur. Ça sert flux d'écriture et de lecture double. Donc, on est en train de sauvegarder et en même temps, on est en train de travailler sur les VM, ce qui est tout à fait normal. Donc, c'est le mécanisme historique. Après, pour optimiser ce type de fonctionnement, nous avons des solutions donc de déléguer ce snapshot au baie de stockage. Donc, il va être côté VMware, il va être réalisé, ou bien Hyper-V, réalisé très rapidement, et ensuite basculer sur le stockage primaire. Donc, ça sera un stockage impactant. Ça reste un snapshot quand même sur le stockage, mais moins impactant côté machine virtuelle. Et ensuite, on a des intégrations avec HPE, historique, NetApp en mode historique, de l'OE avec VNX et Unity, Storage, IBM, Lenovo et Hyperflex avec Cisco. Ensuite, vu qu'on a, comme j'ai dit tout à l'heure, on a déposé et on a mis à disposition nos API universelles à disposition, nous avons vu rapidement des acteurs comme Pure Storage, Infinidat et YV et développer leurs plugins et s'intégrer avec les outils Vim. Nous avons aussi d'autres qui vont arriver bientôt sur cette liste. Du coup, c'est à garder un œil sur nos blogs et on annonce souvent les nouvelles intégrations. Voilà, et le mécanisme est le suivant. Donc, on démarre une phase de snapshot. Au lieu de le faire au niveau VMware, donc ça c'est une VM snapshot, donc on le fait au niveau VMware, et ensuite délégué vers la baie de stockage. Donc voilà, on réalise un storage snapshot, on supprime le snapshot VMware, et on continue à opérer à partir de le stockage de la baie le snapshot de la baie de stockage. On va directement vers un repository Vim les fichiers de sauvegarde. Le opérateur, c'est aussi une option toujours d'activité dans l'édition Enterprise Plus. Nous avons parlé d'Enterprise Manager, mais dans une des fonctionnalités qui se rajoute avec l'Enterprise Plus chez Vim, c'est que la notion de rôle. Donc, de base, il n'y aura que 3 rôles. Donc, c'est les rôles d'administrateur et un opérateur de restauration. Mais en édition Enterprise Plus, on va être plus granulaire, rajouter les scopes, les paramètres et aussi, par exemple, sur un périmètre Exchange, c'est un périmètre SQL, une liste de VM bien définie. Et aussi, nous avons maintenant la possibilité de définir les rôles, mais pas directement dans l'Enterprise Manager, mais c'est à partir des rôles et aussi des scopes qui étaient définis dans VMware, donc dans le vCenter. Donc on sait le faire. Voilà. Donc ça c'est ce qu'on sait faire aujourd'hui. Excusez-moi. Maintenant, on a une vue de toute nouvelle fonctionnalité qui va arriver bientôt à update 4 qui va être disponible le 22 chez Vim. 22 janvier 2019. Donc la première approche, c'est comment j'ai ma sauvegarde locale. Je vais donner en local comment mon empreinte donc sur site et accéder à un stockage cloud en mode objet. Et donc c'est de créer. Nous avons déjà nos repositories disponibles, des disques et les appliances de dedupe. On a injecté ces éléments-là dans un repository logique, qui s'appelle le Scale-out Backup Repository chez Vim. Et ces éléments, à partir de ce moment-là, sur un Scale-out Backup Repository, nous avons la possibilité de définir une politique d'archivage qui va envoyer les données vers du cloud
du cloud tiers. Et à partir de ce moment-là, on va définir par exemple, on va garder une semaine ou bien deux, donc 14 points de restauration locale, et au-delà, automatiquement, la console de Vim, va commencer à envoyer les données sur les stockages de type S3 compatible, ou bien de Amazon S3 de chez Amazon, ou Microsoft Azure Blob. Si c'est une fonctionnalité phare, du coup, elle arrive pour ouvrir plus, on va dire, la phase de consommation, en tout cas de stockage cloud, pour des clients qui n'ont pas encore une politique complètement cloud, ou bien ils veulent absolument consommer du stockage en mode cloud en mode objet. Ça, c'est la première nouveauté. Et le fonctionnement est assez basique, donc on va garder toujours un fichier déshydraté de la donnée avec les métadatas en local, et après l'archive, il aura toutes les données, et on va retrouver très rapidement. Bon, ça dépend du réseau et aussi de la vitesse de restitution du cloud archive, donc le cloud, notre tiers d'archivage cloud, et aussi retrouver les données selon les vitesses qui sont promises. Après, une des nouveautés qui arrive dans un contexte RGPD, donc nous avons la possibilité, donc, pour des clients qui ont demandé le droit à exemple, c'est très facile pour moi à citer, nous avons nos fichiers d'archives. La réglementation RGPD nous oblige à garder une copie d'archives, donc on ne peut pas changer les fichiers de sauvegarde, mais en même temps, pour les droits de l'oubli, on est obligé de modifier les fichiers avant de les mise en production. Du coup, la technologie elle est très simple, donc nous avons réalisé notre sauvegarde, elle est sur notre repository. Avant de la placer en production, nous allons restaurer cette donnée dans un environnement stage, donc c'est un environnement temporaire, et là-dessus on va effectuer les modifications, donc on va injecter par exemple le script de modification, et après, à partir de la fichier elle est conforme, on peut la restituer en production. Et le mécanisme qui est, on va dire, d'arrière-plan, il est aussi efficace pour faire aussi une deuxième type d'opération, c'est une restitution sécurisée. Ça veut dire quoi? Donc nous avons par exemple réalisé une sauvegarde d'une machine virtuelle qui est déjà un mécanisme de ransomware ou bien un virus qui était déjà dedans et qui était, on va dire, en phase de dormante et qui se déclenche soit à un certain niveau, soit avec avec une action bien particulière. Donc, ça m'est arrivé d'avoir vraiment un retour de partenaire, par exemple, voilà, d'un de mes clients qui m'a dit que voilà, j'ai restauré ma VM, donc j'ai perdu la première VM, j'ai restauré la VM et malgré tout, j'ai été réattaqué une deuxième fois. Donc, l'idée de se payer à cette menace, c'est d'arriver, de restaurer cette machine virtuelle dans un serveur intermédiaire, la scanner, ensuite, dès que il n'y a plus de problèmes, les problèmes, on peut les neutraliser, ensuite la placer en production. Donc ça, c'est une deuxième, la restauration, on va dire, sécurisée. Si la VM elle comporte des menaces, soit les nettoyer, soit vraiment à donner la phase de restauration et chercher des points de restauration un peu plus anciens dans le temps, et malheureusement ça arrive jusqu'à trouver la bonne version de données à restaurer. Des nouveautés aussi, c'est la fonctionnalité de diagnostic intelligent. Donc l'idée c'est de donner des bonnes pratiques. Pardon, je vais passer très rapidement. Donc l'idée c'est de donner les bonnes pratiques de la base de connaissances de Vim par rapport à notre service support, par rapport à tous les cahiers qui sont issus de nos partenaires. Et l'idée c'est de donner par rapport à tout ce qui est bonne pratique, les recommandations à faire sur la base installée. Donc l'idée c'est de découvrir en amont tout ce qui peut être gênant et peut être mêlé avec d'autres sources de soucis, de gêner un arrêt de production ou bien un dysfonctionnement sur une composante de votre infrastructure. Et ça l'idée c'est de voir tout ce que Vim connaît, l'outil de monitoring Vim1 de Vim aussi qui regarde
votre entreprise, votre production en tout cas, et comparer ce moment-là, les clés, on va dire les clés d'antivirus, donc il compare la plateforme existante avec les clés chargées à partir d'Internet et comparer ces éléments-là. Dès que c'est découvert, on va le remonter pour éviter tout. C'est vraiment une manière proactive de détecter les soucis. Et ça, c'est à partir des produits de VMware. On a parlé de cloud mobilité, donc l'idée c'est toujours de protéger tout ce qui est dans le cloud, mais aussi de donner une manière de déplacer les données entre les cloud providers eux-mêmes, ou bien de la production, le cloud, ou vice-versa. Donc vraiment, par exemple, on peut utiliser dans une démarche de marche arrière de place de VM. Donc on avait une forte activité sur une période. On a placé VM dans le cloud, mais après il n'y a plus d'intérêt, on n'a plus trouvé l'intérêt technologique de ça. On peut faire arrière grâce à une bascule avec les outils de Vim vers du local. Donc ça, c'est la mobilité, en tout cas, c'est un élément qu'on vous propose. Dès qu'une donnée elle est connue par Vim, sauvegardée par Vim, quel que soit son emplacement, la destination, ça importe peu, on peut restaurer dans un environnement physique, localement ou bien virtuel, comme vous le souhaitez. Et une des intégrations que nous avons avec le cloud de Amazon, donc c'est la possibilité de sauvegarder ces instances avec notre outil Cloud Protection Manager, NWS Cloud Protection Manager, et c'est sauvegardé localement, donc sauvegarde sans agent, donc dans le cloud directement en utilisant les mécanismes de snapshot de Amazon EC2. L'idée c'est de sauvegarder soit dans un environnement Amazon S3, dans un repository externe. Sinon, on peut aussi raccorder cet élément de stockage objet externe à la console de Vim qu'on l'a vu au tout début, et de cette manière-là, ramener en local et restaurer ces instances sur de la production en local. Ou bien l'inverse, c'est aussi possible. Ou bien une option que chez nous maintenant, c'est Direct Restore to EC2. Ça veut dire depuis toujours on a la possibilité de faire un clic droit sur un fichier de sauvegarde et le restaurer dans un Azure ou bien dans un Hyper-V. Maintenant, on a la possibilité de restaurer directement dans un cloud Amazon vers des instances de type EC2. Et la conversion, elle va être faite automatiquement par la console de Vim. Plus de fonctionnalités pour 2018, là pour la fin de 2018, la prise en charge de Herman, donc pour les entreprises qui sont on va dire, leur cœur de métier repose sur des bases de données Oracle, nous avons aussi développé un plugin natif pour ça, donc qui va s'implémenter sur le serveur de production de type Oracle, et l'administrateur va continuer de base de données, va continuer à opérer à partir de ces commandes Herman qui sont traduites vers de la console de Vim qui permettra d'avoir une vue centrale. C'est l'idée aussi de tous les outils de Vim, d'avoir une vue complète, c'est-à-dire tout ce qui se passe, quel que soit l'outil de sauvegarde qu'utilisé. Là, on utilise par exemple Oracle natif, donc Herman, mais on aura la possibilité de regarder qu'est-ce qui se passe, l'état d'avancement, tout ce qui est regardé avec un historique dans la même console. Donc ça permet d'avoir une sorte de communication entre les admins en termes de sauvegarde et aussi l'admin de base de données et l'admin d'infrastructure qui verront que l'Oracle est bien sauvegardé et aussi parce que c'est une responsabilité partagée pour avoir tout ce qui se passe. Pareil, dans le cadre les applications de type entreprise, de SAP HANA aussi, nous avons un support natif qui va être disponible au même moment que le support de Oracle Herman. On a parlé tout à l'heure des rôles, donc des délégations. Donc on peut utiliser les mêmes privilèges qui sont définis dans le RBAC de vSphere sur les outils de Vim. Et on a parlé des nouveautés de Vim1. Du nouveau rapports qui vont arriver. Donc l'outil Vim1 en lui-même, c'est l'outil de reporting, en plus d'être un outil de monitoring. Donc c'est de nouveaux rapports qui vont arriver et aussi un monitoring de type applicatif. Donc maintenant, on peut vraiment avoir une vue applicative et on peut avoir des métriques, pas que VM, vraiment regarder au niveau de l'application en état de santé et disponibilité de l'application. Je vais avancer rapidement parce que je vois que le temps est, voilà, ça avance vite. Donc côté les agents OSI Linux, c'est des outils
parties qui peuvent être de type autonome, donc on installe même sur les machines. Donc il y a plusieurs éditions, en édition gratuite, payante, de type workstation pour les postes fixes et portables. Sinon pour les serveurs, donc c'est l'agent en édition serveur, qui aujourd'hui vraiment de faire toutes les manipulations possibles. Donc restaurer d'ailleurs, sauvegarder déjà, et après restaurer juste un élément, un fichier, toute une machine en barre métal. Donc installer réinstaller sur une machine toute neuve, tous les fichiers d'archives qui étaient réalisés. Pareil pour Linux. Et la destination, ça peut être sur des disques durs, donc on sauvegarde sur un disque dur externe, ou sur un partage, ou un repository Vim, des infrastructures Vim Backup et Application, si nous avons déjà une infrastructure Vim Backup et Application, sur les opérateurs de cloud qui peuvent permettre d'avoir une connexion externe. Donc on a parlé de restauration, donc on peut restaurer vers les mêmes machines ou vers Azure, vers EC2 bientôt, ou convertir le disque en disque virtuel pour démarrer une machine virtuelle à partir de ce fichier d'archives. Plusieurs versions sont supportées aujourd'hui. Donc après le détail il est disponible sur notre site donc le Help Center, donc helpcenter.vim.com, c'est notre bible, la doc de Vim. N'hésitez pas à bien la consulter pour toute information supplémentaire. La gestion des agents, donc on peut le gérer par la même console de Vim Backup et Application. Donc, et on a même des options pour les gérer d'une manière centralisée, distribuer l'agent d'une manière centralisée à partir de la console de Vim. Donc on peut créer un groupe de protection qui est basé par exemple sur un groupement de l'Active Directory. Et dès qu'une nouvelle machine est créée, automatiquement, elle va hériter de cette configuration dans Vim Backup et Application. La machine est découverte et on pousse l'agent et est déployé automatiquement dedans. Ça, c'était un chapitre pour la partie physique. Non, pour Office 365, on a parlé de même avant qu'on arrive ici, donc à ce chapitre-là. D'ailleurs, la question qui m'est toujours posée, pourquoi un tel produit existe et pourquoi on est censé protéger la donnée sur Office 365. Donc aujourd'hui, la plateforme d'Office 365, elle est vraiment, en termes de disponibilité, nous avons rien à dire. C'est vraiment une infrastructure hautement résiliente. L'application, elle est hautement distribuée. Les données vos données qui sont sur la plateforme d'Office 365 qui sont bien distribuées géographiquement, si vous autorisez ce type de manipulation. Mais après, c'est toujours une question de responsabilité. Donc, à quel niveau s'arrête la responsabilité de Microsoft et à quel moment c'est vous le responsable. Votre responsabilité est portée sur tout ce qui est donné. Donc, vos mails, vos SharePoint, vos documents sur OneDrive. Donc, tous ces éléments-là, donc, ils définissent la ligne sur laquelle on va définir la responsabilité. Donc, à un niveau là où c'est toujours relié principalement, donc je vois sur l'aspect sécurité, je vois toujours relié à soit une source interne, donc c'est une suppression accidentelle, et un employé qui est parti, du coup, automatiquement, dès qu'on supprime son compte, l'année il est supprimé, on l'a gardé sur Office 365, ou bien des sources externes, des attaques, des ransomware, des malwares qui peuvent être attaqués, ou bien le tenant qui était attaqué de l'extérieur. Voilà, tous ces éléments-là qui peuvent arriver. Et si nous n'avons pas, ou bien des données réglementaires, donc il y a l'obligation de garder indéfiniment, par exemple, les mails pour des entreprises publiques ou bien de type pour des raisons juridiques. Donc ça, c'est aussi une réglementation. Maintenant, moi j'aime bien ce slide parce qu'il définit déjà qu'est-ce qui est protégé par Office 365 et qu'est-ce qu'on est déjà en train de sauvegarder. Les mails, tant qu'ils sont dans la boîte, ils sont bien gardés ou bien archivés. D'ailleurs, une des fonctionnalités aussi, on peut sauvegarder les archives chez Vim. Mais à n'importe quel moment où un élément il est supprimé, donc à partir d'un mois, après il est complètement supprimé. Donc au-delà, il y a plus on ne garde plus la donnée. Le données auto-archivé, donc là c'est l'archive, il n'y a pas de souci. Après les pages qui sont supprimées sur SharePoint, pareil, il y a une restauration au-delà, je pense 3 mois, c'est ça exactement, c'est 3 mois.
autrement, il n'y a plus de restauration possible avec les outils Microsoft. Et dès qu'on supprime un utilisateur dans la plateforme, au bout de 30 jours, il n'y a plus rien, aucune trace de cette entreprise-là dans la plateforme. Pour ça, donc protéger, vous fournir un outil de rétention plus long. Donc vraiment, là, ça continue au-delà de la flèche parce qu'on a une politique qu'on peut définir, une rotation d'1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Mais après, vous pouvez définir une politique de rétention forever, indéfiniment. Voilà, on a été les raisons principales. Donc on a 6 qu'on garde toujours sur ce slide-là. Suppression accidentelle, une policy, la politique de rétention de base qui n'est pas suffisante, soit aussi un élément de barre ou bien une suppression bien intentionnelle, une sécurité par rapport aux attaques externes et extérieures, soit un sujet de compliance et légal. Après, c'est un objet pour garder aussi une stratégie de sortie ou bien un aspect validation de la plateforme. Donc on peut migrer, ramener les données de l'extérieur à l'intérieur et aussi la mobilité des éléments. Ça reste aussi un outil de migration de local vers l'extérieur. Donc technologiquement, on utilise les mêmes outils d'extension. La plateforme est une console, un repository et après, si c'est du SharePoint on-premise, c'est le même outil de sauvegarde aussi. Donc vous voyez, Flèche, c'est dans les deux sens du monde extérieur d'Office 365, mais ça peut être aussi des outils internes, tels qu'un SharePoint interne ou bien un Exchange en interne aussi, si on est en mode hybride. Voilà. Et après, nous avons parlé tout à l'heure des Explorers que vous avez bien vu. Donc, ça reste les mêmes explorateurs pour Exchange et SharePoint utilisables, mais nous avons aussi un nouveau explorateur pour OneDrive qui permet la notion de restauration et de versionning, donc version de fichiers qui est dans Office 365 OneDrive. Après, pour la restauration, tous les scénarios de restauration qu'on a cités tout à l'heure sont envisageables, donc vers la destination d'origine, vers une boîte mail différente, on télécharge le fichier et on envoie d'une autre manière. Donc tous ces mécanismes-là, côté flexibilité, on est vraiment, toutes les fonctionnalités sont disponibles. Voilà, Explorateur, donc pour Exchange n'a pas changé, toujours la même organisation, et on peut avoir plusieurs organisations d'ailleurs, et après, toutes les composantes de la boîte mail, elle est listée. Pour SharePoint, pareil, OneDrive, et on bascule vers le dernier chapitre, dernier point de notre présentation, c'est Vim1. Donc j'ai parlé tout à l'heure rapidement de Vim1, c'est un composant de Vim, on a même des bundles commerciaux qui sont Vim Availability Suite. L'idée, c'est de vous donner un outil de sauvegarde, mais aussi de supervision et de vision complète sur votre infra. Parce que l'outil, il ne regarde pas seulement Vim Backup et réplication et les agents de Vim, il regarde aussi tout ce qui est vSphere, tout ce qui est Hyper-V, tout ce qui est serveur physique aussi. Et Vim1 permet principalement un monitoring temps réel, avec tout ce qui est notion d'alerte, ressources optimisation, donc il vous donne des recommandations par rapport à l'utilisation de vos ressources. Vous avez vous avez bien de VM dormantes ou bien de VM utilisées, surutilisées aussi, des fois les VM qui sont en manque de ressources, on les voit aussi. Donc l'idée, c'est de vous donner des notions d'optimisation de ressources, capacity planning, comment évolue votre plateforme et le stockage de votre plateforme, et aussi votre plateforme de sauvegarde, comment elle évolue. Donc combien de temps votre repository va être chargé, est-ce qu'il faut penser à améliorer la plateforme, ou bien tout va bien. Après, le chargeback et le billing, ça c'est une notion aussi de savoir si vous avez un outil notion de département, au site distant, vous savez c'est quoi le coût de chaque département, de chaque, on va dire, organisation sur la plateforme en global. Bien sûr, que ce soit en termes d'infrastructure de sauvegarde ou bien de protection. Donc, l'API Monitoring, c'est un outil qui donne une vue soit de type technique pour les gens de la technique. Sinon, on a aussi une vue business qui permet d'avoir un groupe d'applications. On va dire l'empreinte de chaque application, de chaque unité de business sur l'infrastructure. Après, comme on l'a dit, on a une vue sur les data stores, sur le stockage. On peut avoir regarder vraiment la performance
Donc une vue performance sur ce type de stockage. Ça, c'est des exemples de ce qu'on peut voir sur la partie capacity planning. Et c'est tout pour moi. Je suis arrivé au bout du temps. Bien, je n'ai pas trop débordé. J'ai regardé depuis tout à l'heure sur la partie chat. J'ai pas vu trop de questions. Et j'espère que c'était informatif pour vous. Je vous remercie. Et là, je passe la main à Christophe. Oui, ben, merci. Je trouve qu'effectivement, non, moi, je connais bien le produit, mais effectivement, les nouveautés pour 2019, je les ai pas encore vues, donc c'est très bien. Ça m'a appris des choses. Parfait. Est-ce que si quelqu'un a des questions, il n'y a pas de souci, on déverrouille les micros, ou alors vous pouvez les poser par chat, il n'y a aucun problème. Oui. Alors, je vais arrêter l'enregistrement. Du coup, oui. ça marche. Voilà. Alors, j'ai une